national ETIA à Conakry ces derniers temps. Après avoir rencontré les acteurs économiques, les experts du fonds prévoient leurs prévisions et annoncent une hausse de la croissance économique en Guinée. Et puis, le 18 décembre, les Guinéens iront aux urnes pour élire les maires dans les différentes communes. L'annonce a été faite par la CENI pour les locales. Des difficultés d'ordre juridique persistent encore. Enfin, la 15e édition du Festival national des arts et de la culture se poursuit ce soir. Nous irons à la découverte de certains groupes de percussion venus des 4 coins de la Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État a reçu cet après-midi 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Guinée. Ils viennent de la Sierra Leone, du Danemark, de la France et de la Palestine. Ces diplomates ont présenté leur lettre de créance au professeur Alpha Condé. Ibrahima Keïta, du bureau de presse de la présidence. Au total, ils sont 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à présenter leur lettre de créance à Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. Elle, c'est la nouvelle diplomate de la République de Sierra Leone accréditée auprès du gouvernement guinéen. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre lettre par laquelle son Excellence Président Agnès Bai Koroma m'accrédite en qualité ambassadeur extraordinaire à plénipotentiaire de Sierra Leone au de votre Excellence ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Ensuite, ce fut celle du Danemark de présenter la lettre par laquelle le Royaume du Danemark l'accrédite auprès du gouvernement guinéen. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Sa Majesté la Reine Margaret II m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Danemark auprès de votre Excellence, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Jean Grosgurin est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en Guinée. Il remplace ainsi Bertrand Koucheri après plus de 4 ans de diplomatie en Guinée. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur François Hollande m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de votre Excellence et de vous remettre les lettres de rappel de mon prédécesseur. Shawat Ibrahim, lui, est le nouvel ambassadeur de la Palestine en Guinée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine,
m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de Palestine auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Sierra Leone, le Danemark, la France, la Palestine et la Guinée étaient au centre de ce premier tête-à-tête que le président de la République a eu avec ses diplomates. Des liens que ces pays amis de la Guinée veulent dans tous les domaines. Telle est d'ailleurs la mission principale de ces nouveaux ambassadeurs à Conakry. Avec le chef de l'État, chacun de son côté a mis l'accent sur la volonté de son gouvernement à redynamiser les liens de coopération avec la Guinée. Pour le président de la République provinciale Alpha Condé, il s'agit de faire de l'axe Conakry-Freetown, Conakry-Copenhague, Conakry-Paris, Conakry-Jérusalem-Est un exemple de coopération. Le chef de l'État a aussi rassuré les nouveaux diplomates de ses pays amis de la Guinée de son engagement et de celui du gouvernement à renforcer les liens d'amitié et de coopération. Dans le reste de l'actualité, fin de la mission de travail du FMI à Conakry, elle s'inscrivait dans le cadre des discussions autour de la 8e et dernière revue du programme guinéen avec le Fonds monétaire international. Des signaux forts pour la relance de la croissance économique sont annoncés dans les prochains mois. Les experts du Fonds, en partenariat avec les autorités guinéennes, ont animé une conférence de presse au ministère de l'économie et des finances. Le condensé, c'est avec Alassane Diougobari. À l'issue des 2 semaines de consultation, les missionnaires du Fonds monétaire international ont publié, entre autres, ce qui suit sous forme de déclaration ou communiqué de presse. Les données disponibles montrent que l'activité économique connaît une reprise, mais à un rythme inégal. La reprise est tirée par des chocs positifs de l'offre dans les secteurs miniers, agricoles et de l'énergie, qui ont été moins touchés par l'épidémie Ebola. L'activité dans le secteur manufacturier et celui des services, qui sont en général source des emplois les plus rémunérateurs, reprend à un rythme beaucoup plus lent. Dans ce contexte, les prévisions de croissance en 2016 ont été revues à la hausse à 5,2% au lieu de 3,8% précédemment prévu. L'inflation a augmenté à 8,4% à fin juillet 2016 du fait de la hausse des prix des biens importés. La performance dans la mise en œuvre du programme FEC s'est améliorée de manière significative. Tous les critères de performance à fin juin ont été observés, ainsi que tous les objectifs indicatifs à fin mars et à fin juin 2016, sauf un seul portant sur l'exécution des dépenses prioritaires. Un élément clé de cette performance a été l'exécution prudente du budget. Les autorités ont réalisé un excédent sur le solde budgétaire de base de 0,7% du PIB contre un objectif de déficit de 1,2% du PIB. Ce séjour s'inscrit donc dans le cadre des consultations périodiques avec les autorités guinéennes en vue de faire le point sur la mise en œuvre du programme Facilité élargie de crédit qui lie la Guinée avec le FMI. Des consultations qui, côté guinéen, ont produit des résultats à la hauteur des espérances. Grande première pour la Guinée de compléter un programme du Fonds monétaire. Et ça ne devrait pas passer sous silence. C'est malgré Ebola, malgré toutes les difficultés qu'on a connues, on est quand même arrivé à conclure de façon très positive ce programme. C'est un encouragement pour l'équipe gouvernementale. Mais je voudrais aussi indiquer que, contrairement à ce qu'on pense d'habitude, la rigueur du fonds, des institutions de Bretton Woods, en fait, c'est des institutions qui nous accompagnent dans les périodes les plus difficiles pour mettre en place des mesures très douloureuses, mais qui sont indispensables pour pouvoir restructurer notre économie. Les autorités guinéennes et les services du FMI sont donc parvenus à un accord de principe sur un ensemble de politiques qui, sous réserve d'approbation par la direction générale du FMI et du conseil d'administration, pourraient être soutenues par le 8e et dernier décaissement au titre de l'accord FEC.
En déplacement, le ministre de l'Emploi était dans la région de Boké accompagné des directeurs généraux de certaines structures de promotion de l'emploi en Guinée. Damantan, Albert Camara a rencontré les responsables des sociétés minières pour leur rappeler le respect de la législation du travail en Guinée, la formation du personnel et la promotion des compétences locales. Moussa Komara, de retour de Boké. Pour les 5 prochaines années, le secteur minier va générer beaucoup plus d'emplois qu'en ces moments. Plus de 7000 postes sont annoncés dans la région de Boké. Le ministre de l'Emploi et de la formation technique professionnelle est parti cette semaine à la rencontre des responsables de sociétés. Le respect de la législation du travail, la formation et la promotion des compétences locales sont débattus. Vous savez qu'il y a des projets d'extension de projets miniers. Vous savez qu'il y a des projets périphériques aux projets miniers pour favoriser l'entrepreneuriat féminin et jeune. Vous avez l'agriculture qui vient également dans ces zones-là. Et donc, ces acteurs-là doivent agir de manière intégrée en, bien entendu, respectant la législation du travail, mais en utilisant également tous les outils qui s'offrent à eux, qui s'offrent à nous pour promouvoir les compétences guinéennes. Et donc, face à ces grands projets qui se mettent en place, cet échange était absolument nécessaire. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'informations leur échappaient. Nous avons également recueilli des préoccupations, des idées, des suggestions qui vont nous permettre de mieux travailler ensemble pour répondre à toutes les questions liées au droit du travail, à la liberté syndicale, au processus de recrutement, au renforcement de capacités des Guinéens, aux travailleurs expatriés qui viennent en Guinée, de manière à ce que plus jamais il n'y ait de doute ou de suspicion entre l'administration du travail et les employeurs, mais également les employés. Cette rencontre a été une aubaine pour les cadres de la compagnie des bauxites de Guinée de présenter leurs projets d'extension. L'amélioration de la capacité de production à 18 millions de tonnes par an et la création de plus de 300 emplois sont attendus. La société minière de Boké, elle aussi, poursuit son plan d'expansion. La construction en tant que telle va commencer bientôt, dans les semaines qui suivent. Et à peu près, ça va prendre 2 ans pour compléter la phase 1 de l'expansion de la CBG. On a des ambitions aussi pour développer notre secteur. On va vraisemblablement doubler les emplois d'ici les 18 prochains mois. De la CBG, en passant par la compagnie de bauxite d'alumine de Gandian à la société des mines de Boké, le message est le même. Les directeurs généraux de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, de la Caisse nationale de la sécurité sociale, de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel et de l'inspection générale ont émis leurs préoccupations. Il y a un volet dans le Code du travail sur lequel nous ne badinerons pas. Nous n'accepterons même pas une simple dérogation, c'est bien sûr le volet santé-sécurité au travail. Ça, c'est la préoccupation fondamentale du ministère en charge du travail. Avec les sections syndicales, le ministre de l'Emploi et de la formation technique et professionnelle a invité au respect de la législation en matière de revendication et à veiller à l'intérêt de la population. Page politique, ça y est, la CENI annonce la date pour les élections communales en Guinée. Le 18 décembre 2016 est donc retenu pour cette échéance électorale. L'annonce a été faite lors d'un conclave avec les acteurs politiques pour les élections au niveau des quartiers, districts. Les difficultés d'ordre juridique persistent encore. Saïdouman Diallo pour les détails. Si le chronogramme établi par la CENI à Kindia indiquait le mois d'octobre 2016 pour les élections locales, l'institution vient de repousser cette date au 18 décembre 2016. Les raisons évoquées tournent autour du retard accusé dans la levée des contraintes et des demandes de relocalisation de certains électeurs. Le code électoral qui est notre bride pour l'organisation des élections locales contient beaucoup de vides juridiques desquels nous ne pouvons pas organiser certains aspects des élections. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater et de faire constater que nous ne pourrons organiser que les élections locales. Pour les élections communales, la caution par candidat a été aussi publiée. Le montant est fixé à 10 millions de francs guinéens. Le dépôt des candidatures sera ouvert du 24 octobre au 2 novembre 2016. La campagne électorale, elle, durera 1 mois. Le report est bien justifié parce que le mois d'octobre était juste, donc il fallait lever toutes ces contraintes pour qu'on puisse aller faire un chronogramme
et faire un nouveau découpage administratif pour pouvoir aller aux élections locales. Au vu de cette présentation, l'évidence qui s'impose est que la CENI a vraiment travaillé pour lever les contraintes qui s'opposaient. Et quant aux élections des quartiers et districts, le blocage persiste encore. Selon la CENI, ce blocage réside au niveau de la non-levée des contraintes juridiques par l'Assemblée nationale pour que ces localités soient transformées en collectivités. Et puis, c'est communiqué dans le cadre de l'organisation prochaine des élections locales. La CENI va procéder à la réalisation des opérations d'actualisation de la cartographie des bureaux de vote pour la période allant du 15 septembre au 4 octobre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Agriculture avec la culture de l'anacarde à Dadis, une des localités de Bokeh. Une grande plantation attire l'attention des visiteurs. Elle appartient au président Alpha Condé. Le chef de l'État montre là tout son intérêt pour cette culture. La filière prend de l'essor dans le Kakandé. Thierno Ousmane Diallo. Dabis, à une soixantaine de kilomètres de Bokeh. À perte de vue, une plantation d'anacardie qui émerge dans la zone. Une plantation modèle mise en valeur par le chef de l'État d'Apopo, l'un des villages de la sous-préfecture. Ici, les opérations de semis et de transplantation sont déjà achevées, mais pas question d'abandonner les jeunes plants. Comme partout à Bokeh, les conseillers agricoles doivent suivre de près l'évolution des nouvelles plantations. Aboubacar est chargé de suivre l'opération dans cette localité. Avec cet autre conseiller agricole, il parcourt la plantation et évalue au fur et à mesure le degré de réussite. C'est une plante qui est venue dans le pot. Donc, oui, transplantée. Donc, son état initial et le nouveau état ne sont pas les mêmes. Donc, il faut un changement. C'est pourquoi il y a cette coloraison de feuilles. Mais la reprise est faite, vous avez vu. Ça commence à changer de feuilles, de feuillage. Et au bout d'un mois, tout deviendra verdoyante. Cette plantation au cœur de la brousse à Dapopo contribue à motiver les paysans et à les inciter à se tourner davantage vers la culture de l'anacarde en respectant le système de léonage. Autrement dit, faire en sorte que les anacardiers soient bien alignés avec un intervalle de 10 mètres. La culture d'anacarde, ce n'est pas un jeu ici à Dabis. Nous voyons ceux qui ont les moyens viennent s'y intéresser. Mais toi qui n'as pas les moyens, vas-tu t'asseoir? Non. Après Dapopo, direction Tambindje, toujours à Dabis, où la culture de l'anacarde prend de l'ampleur avec des domaines entiers transformés en plantations, dont celle du président de la Chambre nationale d'agriculture. Tel que soit l'anacardier, il peut produire au minimum les 10 kilos. Et 100 plants dans un hectare, ça peut me faire 1 tonne. Donc ça me fait $1 500. Si c'est 10 kilos. Alors qu'il y a des anacardiers qui peuvent te donner jusqu'à 90 kilos. Donc vous imaginez, même si c'est 100 hectares, ça me fait... Ici, ça me fait $150 000. Cette année, le programme présidentiel de culture d'anacarde a permis de susciter l'engouement et de faire découvrir tout l'enjeu de cette culture. En plus bref, au ministère du Commerce, Hawa Keita passe la main à Fanta Cissé au poste de secrétaire général du ministère. La passation de service s'est déroulée cet après-midi. La cérémonie a connu une forte mobilisation des cadres du département. Nous y reviendrons plus en détail dans nos différentes éditions d'information. Dans l'actualité encore, réunion de concertation entre les acteurs de la filière bois. Au menu des débats, la levée de l'interdiction de la coupe du bois pour reprendre les activités. De nouvelles règles entrent en jeu pour éviter l'exploitation anarchique des forêts en Guinée. Explication, Mamadou Alpha Baldi. Il y a quelques mois, la coupe et la circulation du bois avaient été suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, la mesure levée, les acteurs du secteur se concertent pour remettre de l'ordre dans la filière. De nouvelles mesures sont adoptées, parmi elles l'interdiction de la coupe 12 mois sur 12.
Désormais, il y aura une pause annuelle de 3 mois destinée aux actions de reboisement. Ça fait plus de 10 ans que l'exportation est interdite en Guinée. Donc à chaque année, chaque fois qu'il y a des décisions comme ça, il faut revenir sur cet arrêté pour dire aux gens, si on a ouvert, on a accepté la consommation locale, ça ne veut pas dire qu'il faut exporter. L'export demeure et reste interdit sur toute l'étendue du territoire national. La Fédération nationale des professionnels de la filière bois, principale concernée par la nouvelle réglementation, se dit disposée à accompagner le gouvernement dans sa vision de gestion rationnelle des ressources forestières. Nous nous engageons à respecter ces réglementations forestières aux côtés de l'administration forestière. Nous avons ces moyens d'information et de sensibilisation, c'est à travers nos démembrements dans les communes, dans les préfectures et dans les régions. À travers ceci, nous informons, nous sensibilisons les acteurs pour qu'ensemble nous puissions respecter la réglementation. Chaque année, le pays perd environ 30 000 hectares de forêt. Avec la mise en application de cette nouvelle réglementation, la dégradation du patrimoine forestier guinéen pourrait être mieux maîtrisée. De son côté, la CEDEAO décide d'élaborer un atlas de l'eau du massif du Fouta Djallon. Un document sur 7 sources des fleuves de la sous-région sera élaboré. Les résultats des études menées par les institutions comme la FAO seront consignés dans le dit document. Le point avec Nabi Kamara. Le Fouta Djallon constitue une réserve stratégique des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest. Des recherches très poussées ont été menées par des organismes de bassin et d'autres institutions comme la FAO et l'UICN pour connaître davantage ces ressources en vue de les gérer de façon durable. Pour le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO, il est temps d'établir un état objectif des lieux pour compiler l'ensemble de ces connaissances et souligner le rôle majeur du massif du Fouta Djallon pour les millions d'âmes vivant le long des fleuves qui y prennent leur source. C'est pour cette raison que ces experts venus de la sous-région ont été appelés à cette rencontre de cadrage visant l'élaboration d'un atlas du massif du Fouta Djallon. Cet atlas vise à rassembler ces connaissances autour d'un atlas qui est un objet qui permet d'être partagé pour tout le monde et qui, on l'espère, servira de base un petit peu de référence sur un cadre stratégique de gestion intégrée des ressources en eau. Les autorités guinéennes souscrivent à cette démarche de la CEDEAO qui vise la mise à disposition d'un document de référence pour la bonne gestion du massif du Fouta Djallon. Ce projet d'élaboration d'un atlas de l'eau du massif du Fouta Djallon permettra, nous en sommes convaincus, d'instaurer une situation de référence pour la gestion durable des ressources naturelles sur le moyen et le long terme. Initiée par la CEDEAO, l'élaboration de l'atlas du massif du Fouta Djallon est financée par la Banque mondiale. Et puis, 210 millions de francs guinéens, ce montant est destiné à la lutte contre la criminalité à Conakry. Les communes de Kaloum et Dixine sont les bénéficiaires. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la police nationale. Fodé Bangoura nous signe ce reportage. C'est un chèque de 210 millions de francs guinéens destiné à 10 associations évoluant dans le domaine de la sécurité dans les communes de Kaloum et Dixine. Il résulte d'un projet de CECID sur la réforme du secteur de sécurité validé par le partenaire américain Cogita. En accordant cette subvention, l'objectif du CECID et ses partenaires est d'encourager les jeunes et les femmes à travailler avec les services de sécurité sur des initiatives qui luttent contre la criminalité, la délinquance et l'insécurité sur toutes ses formes. L'atteinte de cet objectif permettra d'améliorer leur propre sécurité et de rétablir la confiance entre les services de sécurité et les populations à la base. Cette subvention permet aux structures bénéficiaires d'engager plusieurs actions sur le terrain, notamment la formation des jeunes policiers et l'éducation citoyenne par le biais du football et des émissions radiophoniques. Le but principal de ce projet, c'est renouer, n'est-ce pas, un climat de confiance, un climat de bonne collaboration entre forces de sécurité et citoyens afin de pouvoir sécuriser nos différentes communautés.
Lutte contre le cancer, une tumeur de l'ethmoïde a complètement défiguré un jeune informaticien. Aujourd'hui, Seydou Diallo se bat contre cette pathologie. Les frais sont coûteux et le patient ne compte que sur les bonnes volontés. Abdraman Diallo, Rose Pocho. La trentaine révolue, Mamadou Seydou Diallo lutte depuis plusieurs mois contre le cancer de l'ethmoïde. Cette pathologie qui affecte souvent le visage nécessite une prise en charge dans les structures spécialisées. Sa maladie a eu un point de départ au niveau de l'ethmoïde. L'examen a mis en évidence que c'était une maladie assez grave, ce qui va nécessiter vraiment assez de moyens. Dans ces cancers du massif facial, notamment de l'ethmoïde, les facteurs, les hypothèses que les scientifiques avancent souvent, nous avons la poussière du bois, c'est-à-dire c'est un peu plus développé chez les tapissiers, les travailleurs du bois, les sculpteurs, les travailleurs dans les parfumeries et certaines maladies négligées des sinus et des fosses nasales. Informaticien de profession, Seydou a déjà perdu l'œil gauche face à la persistance de la maladie. Malgré tout, le moral du patient est au beau fixe. Il y a quelques années, il était encore en bonne santé. Une chaîne de solidarité s'est mise en place pour lui venir en aide et le mettre dans une bonne ambiance familiale et amicale. Moralement, quand même, je tiens le coup. Parce que la maladie d'abord, c'est moral. Quand tu perds le moral, tu risques de te faire du mal. Je tiens le coup. Pratiquement, ça ne va pas quand même. Parce que du jour au lendemain, la maladie ne fait que progresser. Et je n'ai pas les moyens nécessaires pour le soigner. Diagnostiqué sous diverses formes, le cancer est une des causes de mortalité en Guinée. Pour réduire les risques liés à la maladie, les médecins préconisent une bonne hygiène de vie et la pratique du sport. Le Festival national des arts et de la culture se poursuit à Conakry. Ce soir, nous allons à la découverte de quelques groupes de percussion, des groupes venus des 4 régions de la Guinée qui prennent part à ce rendez-vous culturel. Des prestations pour rappeler la diversité du folklore guinéen. Diamokaba, Marie-Angélique Bangoura. Une journée du Festival national des arts met en compétition l'ensemble des arts et traditions du pays. Parmi ces talents sur scène figurent les groupes folkloriques de Kissidougou et Beila. La journée d'aujourd'hui était magnifique. C'était merveilleux. On a été éblouis par des artistes qui étaient tous très enthousiastes et très engagés. Et ça fait la beauté de la culture nationale. Donc il y a eu beaucoup de créations. Il y a eu de très beaux costumes avec Ratoma et ensuite Cancan. Il y a eu de très belles choses avec Kissidou et Kissidougou dans le folklore. Sincèrement, on s'est régalé. C'était très bien. Il y a eu Beila aussi qui a passé en folklore. Et je vous jure qu'on a passé une très bonne matinée. La participation à ce concours permet à chaque groupe de faire découvrir le potentiel culturel de sa région. Plus qu'un simple concours, c'est une occasion d'affirmer la confiance en soi et cultiver les arts musicaux en public. Le folklore de Kissidou a fait une très bonne prestation, comme vous venez de le constater sur la scène. Et je pense avoir une suite logique à ça. Ça nous fait un mois, nous sommes dans les préparations. Donc j'espère que vraiment nous allons remporter un prix. Espace de découverte, ce festival témoigne de la volonté des artistes d'œuvrer au rapprochement des cultures et des peuples, chose qui symbolise la fraternité humaine vécue dans la joie par la musique, la danse et le chant. On vous annonçait dans nos précédentes éditions d'information de la mise en jeu d'une méga cagnotte d'un demi-milliard de francs guinéens par la société PMU Guinée. Après 2 mois, elle est enfin tombée. Elle sera partagée entre 2 parieurs. La remise officielle de la méga cagnotte a connu la présence des responsables de la LONAGUI. C'est un public reportage signé Nabila Kamara, Sergent Omar Kamara, Bausman. 2 chèques pour un montant de plus de 654 millions de francs guinéens. Cette cagnotte de PMU Guinée est mise en jeu il y a 2 mois. Après quelques combinaisons, elle est décrochée par 2 parieurs. Je suis très content et j'encourage tous les parieurs que ce que nous on voit à la télé, c'est la vérité. Et j'encourage tout le monde de jouer PMU. Il n'y a pas de malchance. Aujourd'hui, moi, je suis un témoin. Je n'ai pas encore une idée comment gérer cet argent. D'abord, je réfléchis sur là-dessus
j'encourage les parieurs de PMU Guinée de prendre le courage. C'est ma première fois de gagner au PMU Guinée. À travers ce programme, PMU Guinée entend contribuer à la réduction de la pauvreté en Guinée. Et merci encore une fois de plus aux parieurs et que la course continue, les jeux continuent, les cagnottes vont se succéder et comme l'a dit mon collègue, ça peut arriver jusqu'à plus d'1 milliard et que nous vous remercions encore une fois de plus de pouvoir accompagner PMU Guinée. On est des partenaires et c'est évident, mais encore merci et nous souhaitons et nous prions le bon Dieu pour que l'argent soit utilisé à bon escient par ces heureux gagnants. PMU Guinée compte plus de 1000 emplois créés en Guinée et pour aider ces heureux gagnants à mieux gérer leurs gains, l'entreprise les initie à l'entrepreneuriat et aux techniques de montage de projets. Enfin, à l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré ce 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. À propos, voici la déclaration du ministre de l'alphabétisation, Ibrahima Kourouma, est au micro de nos reporters. L'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, en exécution de la lettre de mission qui lui est assignée, a entrepris au cours de l'année 2016 d'importantes activités parmi lesquelles on peut citer le lancement en avril à Bania dans la préfecture de Farana de la campagne nationale de l'alphabétisation, l'identification et la formation de 3800 enseignants alphabétiseurs qui auront pour charge d'alphabétiser 200 000 personnes, l'élaboration et la production de manuels et de livrets d'alphabétisation dans les différentes langues nationales à l'intention de 200 000 apprenants, l'équipement très prochaine de 108 centres NAFA ou écoles de la seconde chance. Mon département entend repartir d'un meilleur pied au lendemain de ce 8 septembre 2016. Il envisage l'ouverture d'une nouvelle page caractérisée par l'adoption d'une approche diversifiée, intégrée et holistique de la lutte contre l'analphabétisme. C'est le lieu et le moment de remercier M. le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé pour l'attention particulière portée au secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Alia Kamara. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À bientôt, Inch'Allah. Fois, la jeunesse de Mondjana.